Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Département authentique et contrasté, l'Aveyron, du nom de sa rivière, se situe au nord-est de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Longtemps considéré comme une île au milieu des terres, cet endroit est aujourd'hui l'un des mieux préservés de France. Ses grands espaces, sa nature vierge, ses trésors géologiques vont vous charmer et vous transporter. Nous allons voir quelques-uns des plus beaux villages de France. Des églises somptueuses, des cités templières, des châteaux qui ont traversé les siècles et des édifices architecturaux uniques au monde. C'est un privilège d'être là. L'Aveyron s'offre à nous dans toute sa splendeur. Un aligot, c'est très riche, hein. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Dans ce voyage à travers le temps, nous découvrirons ensemble les 1000 richesses d'un département magnifique à travers les témoignages d'Aveyronnais passionnés. Paysages de relief entre vallées et gorges, plateaux calcaires, le cœur de l'Aveyron est à l'image de la diversité du département. Les Bastides témoignent des échanges commerciaux qui ont fait au cours des siècles la richesse de la région. Christian-Pierre Bedel est une figure locale incontournable. Et ouais. Aquí numéro 1, quel est pulido. On va faire une bonne grillade ce soir-là. Cet ancien directeur de l'Institut Occitan a passé 20 ans de sa vie sur les petites routes du département, allant à la rencontre des anciens pour collecter les histoires, les contes et les légendes. Au début du XIIe siècle, une forte croissance démographique oblige les seigneurs de la région à construire des villes nouvelles, appelées Bastides. Christian-Pierre a donné rendez-vous à Daniel Brier, guide conférencier de Villefranche-de-Rouergue, sur le pont des Consuls à l'entrée de la ville. Monsieur Brier, je suppose. Bienvenue à Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue qui est la perle du Rouergue. Patrimoine tout à fait exceptionnel de cette Bastide du XIIIe siècle. Daniel veut nous faire embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble de la ville. Alors il nous emmène en haut du clocher de la collégiale Notre-Dame. Et pour arriver là, bien sûr, on a quand même dû monter 162 marches. Ouais, mais pour être accueilli par la Francato, l'hymne. L'hymne occitan de Villefranche-de-Rouergue, qui est joué par le carillon, quoi. Ça, c'est fabuleux. On est là sur les hauteurs, on peut dominer, bien sûr, Villefranche-de-Rouergue. Alors le marché, bien sûr, le célèbre marché de Villefranche, un des plus grands marchés de Midi-Pyrénées. Et on a conservé cette tradition ici de vendre sur la place centrale plutôt les produits locaux. Tous les autres produits qu'on trouve traditionnellement sur un marché seront vendus dans les rues adjacentes. Dans ces Bastides, dès le Moyen-Âge, les producteurs d'Écosse vendaient fromage, viande et céréales, quand d'autres, venant de lieux plus pauvres, approvisionnaient le marché en légumes, châtaignes et pommes de terre. Le castagno, le rascalou, les nouges, le moucharous. Vedi où es-tu que je suis vache? Il faut le poutou. Parce que toi, il faut montrer que quand même on est ouvert en Rouergue, quoi. Ça fait le bon contrôle.
C'est de l'ail de Lozerte, ça. C'est, Ou de l'Omagne. Non, c'est des cosades, c'est pas des losettes. Ah, voilà. Et L'al de cauchado. c'est des produits locaux aussi. Et la cebo también. Oui, tous des cosades. Ah bon, c'est de la qualité, quoi. Villefranche de Rouergue a été fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère du roi Saint-Louis. Daniel, notre guide, nous emmène dans un bâtiment exceptionnel situé au cœur de la ville et qui symbolise la richesse des marchands de l'époque. C'est le monastère de la Chartreuse Saint-Sauveur. Il a été construit grâce au don d'un riche négociant en drap. Alors là, où est-ce que nous allons? Là, on va aller donc voir le petit cloître. Ici vivaient des moines ermites. 2 cloîtres les abritaient en les isolant les uns des autres. Les moines et les pères de ce monastère respectaient une discipline sévère, isolement, vie contemplative et silence absolu. Alors pourquoi 2 cloîtres? Alors parce que dans une chartreuse, les cloîtres ont une fonction bien précise. Le petit cloître qui distribue les pièces qui sont autour, c'est la fonction d'un couloir, et le grand cloître qui va distribuer les petits ermitages dans lesquels les pères chartreux habitaient seuls en silence. Et alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est l'ermitage du sacristain. Le sacristain qui est un personnage très important dans la Chartreuse, mais qui est aussi un père et qui est aussi un contemplatif et qui va rester aussi dans son ermitage. Et on voit cette frontière infranchissable qu'il y a donc entre le monde sacré des pères et le monde profane des frères, puisque quand les frères amènent les repas au père, eh bien ils passent les repas par ces passe-plats qui sont donc en angle droit pour éviter la communication entre les personnes. Ils ne peuvent pas se voir. Là, Ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient pas, c'est vraiment une frontière infranchissable entre ces deux mondes. Et après, donc, on accède au... Alors bien sûr, là, depuis le petit cloître, on va passer donc au grand cloître. Avec une fonction là aussi tout à fait particulière, ce cloître qui lui donc a la fonction de distribuer les petites maisons qui étaient autour, ces petits ermitages dans lesquels les pères habitaient seuls, donc et en conservant bien entendu le silence. Mais avant de quitter Villefranche, ne ratez pas l'un de ces joyaux, la chapelle des Pénitents Noirs. Magnifique chapelle baroque, elle cache un intérieur richement peint et sculpté. Il y a une autre histoire qui a marqué profondément la ville, celle du cuivre. Au XIIIe siècle, la riche clientèle de cette ville nouvelle, composée de marchands, avait besoin de chaudrons et autres récipients. Christian Pierre nous emmène dans la vallée du Lézert visiter un martinet, un petit moulin qui utilise la force hydraulique et servait autrefois à la fabrication d'objets en cuivre. En 1994, une association d'habitants de la vallée prend la décision de reconstruire l'un de ces martinets. Claude Augustin et ses amis, après des années de travail, font visiter aux touristes de passage le martinet de la Ramonde. Voilà, donc ici nous avons le martinet. Alors là, avant de passer là-dessous... Alors ici vous avez la forge, le système est simple, on chauffe les pièces, 750-800 degrés. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, on peut la travailler comme on veut, puisque le cuivre est très mou et on peut en faire ce qu'on veut, on le façonne comme on veut. Le travail des martineurs, faire des formes que les chaudronniers transformaient en seaux, marmites ou casseroles. Là, c'est encore chaud, là. Il ne faut pas le prendre avec les doigts, là. Non, il ne faut pas le prendre avec les doigts. Non, il faut éviter. Dans quelques minutes, oui. Dans quelques minutes, voilà, oui. Et comment vous trouvez la température, là? C'est À la couleur. Rouge cerise. Pour arriver à être martineur, il fallait 7 ans d'apprentissage. Il fallait savoir lire, écrire et compter déjà. Là, on est à peu près une cadence de 60 coups à la minute. Il faut savoir que nos ancêtres avaient des cadences de travail beaucoup plus importantes que les nôtres et beaucoup plus efficaces, puisque eux, ils tournaient quasiment à 150 coups à la minute. Voilà. Continuons notre périple vers l'est du département pour admirer une merveille naturelle de l'Aveyron. Une formation géologique spectaculaire entaille le plateau du Causse. On l'appelle le trou de Beauzoul.
Comment vas-tu? Bon plan, et toi? Impeccable. Après, l'enfant du pays est toujours sur le pont, là. C'est ça. On va attaquer cette petite visite. Ouais. Tranquille, on a le beau temps, tout va bien. Ouais, Nicolas par où on Kessiol a On va grandi essayer à de faire une petite Bozoul. vue plongeante Il sur le connaît trou, tous et les puis après, secrets on de ce descendra fabuleux canyon. directement dans le vif du sujet. La vue plongeante. La vue plongeante, c'est ça. Ouais. C'est pas un 20 mots là. Ouais. Alors là, c'est Sainte-Fauste. Eh oui. Ah ouais, ben, on m'a raconté la légende là quand je faisais le cantou et il paraît que tout aquel trauc là, tout ce trou là, tout ça, c'est justement en relation avec l'église parce que le diable avait lancé un défi à la Sainte Vierge, il avait dit moi je vais te mettre par terre cette église là, ça me plaît pas, c'est pas possible. Et bien tu parles, il s'est mis au boulot là, il a creusé, même on voit encore les traces des arcs, des griffes là, voilà. Et alors la Vierge est embêtée parce qu'elle voyait que l'église était prête à tomber là. Alors elle a fait un coup, elle est allée, il y avait un coq à côté là, elle a tiré une plume du coq et le coq s'est foutu à chanter. Le coq chante et le jour se lève. Le diable a perdu la bataille. Ce diable qui tenait dans ses griffes la terre et les cailloux arrachés pendant la nuit les déposa au loin. Et c'est pour ça qu'il y a une sortie de la montagne. T'as du Cos. Ouais, du Cos du calcaire. C'est marrant parce que moi on m'a donné une autre histoire, une autre bon version. Ouais. Et on m'a dit que c'était le trou, le Dourdou, là, le ruisseau qui avait creusé le canyon. C'est des blagues ça. C'est une légende, ouais, personne n'y croit. On m'a dit que raconte la vraie histoire. D'accord, moi on m'a dit que pendant des siècles il avait raboté, creusé, éliminé la pierre, emporté tout vers l'aval et il avait fait ce fameux méandre là, dans lequel il circule. Et combien de temps ça y a pris ça? On parle de 200 millions d'années qui nous contemplent depuis le fond. Tu vois. Oui. Mieux que les pyramides. Ouais, j'y crois pas moi. Moi non plus. Possible, Ça peut pas être ça. C'est forcément le diable. Ah ouais. En vérité, il semble que ce soit la rivière du Dourdou, aujourd'hui calme et tranquille, qui durant des millénaires a creusé cette gigantesque tranchée. Avec Nicolas, Christian Pierre traverse ces bois verdoyants, puis longe le Dourdou pour nous mener au bord du Gour d'Enfer, un gouffre réputé insondable. Voilà le fameux Gour d'Enfer, le fameux gouffre réputé insondable, tellement qu'il est profond. Comme tous les gouffres d'ailleurs, le Gour d'Enfer, il doit arriver jusqu'au enfer. Mais en réalité, m'a-t-on dit, en occitan, on l'appelle le Gour d'Ifer. Gour, c'est un mot occitan qui veut dire gouffre. Et Infer, ça veut dire inférieur, celui d'en bas, parce qu'il y en a au-dessus, il y en a d'autres. Donc c'était le Gour d'en dessous, inférieur, qui est devenu en français Gour d'Enfer. D'accord. Par étymologie, on a dit le côté infernal, alors qu'en fait. Bon, infernal, ça peut le devenir, hein, parce que quand le Dourdou il se met en crue, il est capable de devenir rouge de colère. En fait, il traverse des rougiers, donc il se colore en rouge. Voilà. Mais il est capable surtout d'avoir un gabarit 15 fois supérieur à ce que tu vois là. Avant de quitter Bozoul, n'oubliez pas de passer au centre du village par le quillodrome. Nous y retrouvons Christophe Recoul, instituteur du village et 3 fois champion du département de jeux de quilles de 8. Ici, petits et grands s'entraînent au jeter de boules et de quilles. Attention, amateurs s'abstenir. Voilà. L'origine, c'est quoi en fait? L'origine, c'est un jeu traditionnel qui se jouait sur les places de tous les villages de l'Aveyron, quasiment. Ouais. Et il y a des compétitions qui se font dans tout l'Aveyron. C'est un sport, quoi. Voilà, c'est devenu un sport. C'est ce qui a sauvé le jeu, parce que le jeu traditionnel, ça aurait certainement périclité. Et alors la particularité de ce jeu, c'est que la particularité, c'est qu'on joue avec une quille que l'on propulse avec une boule. Tu vois, une boule qui fait 5 ou 6 kilos. Ah ouais, quand même. Qui fait 28 cm de diamètre. Voilà. Et avec ça, on tape dans une boule. Tu peux essayer si tu veux. Attends, puis il te faut la tenir au milieu, comme tu dis. Ouais. Là, comme ça, mais je vais me prendre le pouce là. Mais non, tu vas la lâcher, tu auras peur. Ouais, tu parles, quoi. Voilà. Tu vois, c'est difficile. Il faut prendre de l'élan, tu comprends? Tu prends pas d'élan. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais bon, quand même 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un lieu dans le Rouergue occidental qu'il ne faut rater à aucun prix. C'est le village de Conques. Construit autour de son abbatiale, il fait partie des plus beaux villages de France. Son église, chef-d'œuvre de l'art roman, a été édifiée au XIe siècle pour accueillir les reliques d'une jeune martyre, Sainte Foy. Le tympan est considéré comme l'une des grandes œuvres de la sculpture romane par ses qualités artistiques et son originalité. Il représente le jugement dernier et comporte 124 personnages.
Christian Pierre a eu l'autorisation exceptionnelle de rentrer dans la salle du Trésor pour admirer la pièce maîtresse, une statuette de 85 cm de haut, couverte de feuilles d'or et qui renferme les reliques de la jeune sainte. Une fois par an, le trésor de Conques est sorti de sa salle. Une procession est organisée. Tout le village assiste au cortège de Sainte-Foy qui va de la salle des trésors jusqu'à l'abbatiale. La statue restera exposée toute la journée avant de rejoindre sa vitrine blindée jusqu'à l'année prochaine. À l'intérieur de l'abbatiale, sous la voûte de 22 mètres de hauteur, Christian Pierre retrouve un des frères de la communauté de Conques, le frère Cyril. Frère Cyril, la procession de Chantefeu de Sainte-Foy, qu'est-ce que ça représente ici à Conques? Elle date de l'époque où on a fait la translation de Sainte-Foy d'Agen à Conques, de ses reliques. Simplement, cette petite sainte a attiré beaucoup de pèlerins et les moines qui habitaient ce lieu ont pu construire une grande église de pèlerinage. Et la procession donc, de Sainte-Foy, c'est le jour de la grande fête de son martyre, le 6 octobre, mais le dimanche après, et elle attire encore beaucoup de monde. Le frère Cyril nous fait un cadeau extraordinaire en nous permettant de monter dans le cœur de l'abbatiale. Nous avons la chance d'approcher l'œuvre d'un des plus grands créateurs contemporains. Est-ce que ces vitraux-là, ils ne sont pas médiévaux? Les vitraux, c'est l'œuvre de Pierre Soulages. Ils ont été posés dans cette église il y a un peu plus de 20 ans. Et ils ont remplacé des verrières polychromes. Mais là, on a des verrières sans images. Et la plupart des gens qui visitent cette église, la première rencontre avec l'église et les vitraux est un peu particulière. Ils n'aiment pas forcément tout de suite l'œuvre des vitraux. Et peu à peu, s'ils fréquentent l'église matin, midi et soir, avec les couleurs du ciel, le soleil, la lune, donnent à voir dans l'abbatiale quelque chose de nouveau. Après l'art divin, les nourritures terrestres. Pour terminer notre visite en beauté, Christian Pierre nous offre une authentique soirée avéronaise. Au menu, châtaigne et accordéon diatonique sur un air traditionnel. Mais il est temps pour nous de continuer notre voyage. Nous allons maintenant découvrir le plateau de l'Aubrac. Situé à 1000 mètres d'altitude, c'est une terre volcanique, un bout du monde qui se mérite et qui vaut le détour. Dans ces paysages magiques et hors du temps, bureaux authentiques et vaches d'Aubrac se partagent forêt et pâturage. L'élevage est ici une des richesses de la région. Et c'est une fille d'agriculteur, Séverine Dijol-Valinck, qui va nous guider vers les lieux qu'elle affectionne tout particulièrement. Très attachée à sa région, elle a fait le choix de rester sur sa terre natale. Les ancêtres de Séverine ont eu la vie dure sur ces plateaux. Ces éleveurs transhumants vivaient dans des bâtisses appelées burous. Ces petites maisons de pierre servaient à abriter la fabrication du fromage, mais elles furent presque toutes abandonnées dans les années 60 à la suite de la modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est dans le bureau de Camejeanne que Séverine nous emmène. Bonjour Séverine. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Ça va, oui. Enfant du pays, Jean-Claude Ramon et ses filles ont restauré cette bâtisse en 2008. On est en train de préparer le repas de midi. Vas-y, rentre. Merci. Alors les burons sur l'Aubrac, il y en avait 350 dans le temps. C'était quand même l'outil principal de travail des familles qui habitaient dans notre région. Puisque tu es une fille comme moi du pays, tu sais ce que c'est. Donc les aînés de la famille allaient travailler à l'âge de 8 ans pour aider aux parents à élever les petits frères et sœurs. Et leur travail était de rentrer les veaux quand les vaches avaient été traites, aller garder les vaches tout le jour dans la montagne,
puisque les montagnes n'étaient pas clôturées. Oui. Les vaches montaient le jour de la transhumance, le 25 mai, jusqu'au 13 octobre, avec les buronniers. Tout le jour, ils suivaient les vaches. Ils suivaient les vaches pour pas qu'elles aillent chez les voisins. C'était un travail très très dur. Aujourd'hui, quand on voit le mode de vie qu'on a, on ne peut pas comprendre qu'un gosse de 8 ans, à l'époque, était capable de faire un travail comme ça. Et moi, je dis ça avec une grande émotion, parce qu'ils n'avaient pas d'imperméable de pluie. Quand il faisait mauvais, ils étaient tout le jour dehors, et ce qu'ils avaient de plus sec, c'était la langue. Les vaches de race Aubrac étaient les seules à pouvoir vivre sur ces terres arides. Avec leur lait, les buronniers fabriquaient un merveilleux fromage. Mélangé à la pomme de terre, il constitue le plat local le plus célèbre, l'aligot. Jean-Claude et son fils nous préparent un aligot traditionnel. Jean-Claude, quelles sont les proportions pour l'aligot? Alors les proportions sont de 400 grammes de tomes, 1 kg de purée. En fait, à la base, il faut faire une bonne purée, une belle purée. Une bonne purée. Alors la purée se fait à la demande de la pomme de terre, c'est-à-dire qu'on met de la crème en fonction de la demande que la pomme de terre boit. Dire qu'il faut 150 grammes de crème, 200 grammes de crème, on ne sait pas. D'accord, c'est en fonction de la texture de la pomme de terre. C'est la pomme de terre qui nous commande, c'est pas nous qu'on commande la pomme de terre. Comme jadis, la marmite est déposée sur un feu de bois. On ajoute aux pommes de terre, crème et fromage. Et il ne reste plus qu'à mélanger, avec une technique toute particulière qui nécessite un bon tour de bras. Il faut avoir le tour de main. Quand il s'affine comme ça, là, que la tombe vers. Ça fait un joli ruban. Voilà. Et aujourd'hui, pour faire vivre le buron et partager les traditions de l'Aubrac, Jean-Claude et Maurice accueillent des groupes de visiteurs qui viennent faire une halte dans le buron et manger le célèbre aligot. Maintenant, Séverine nous emmène découvrir une autre grande spécialité connue dans le monde entier. Nous sommes chez elle, dans la petite ville de l'Aïole. Qui ne connaît pas ces célèbres couteaux? Vendus à l'international, ils doivent leur réputation à la petite abeille qui orne leurs manches. Comme il y a un siècle, les forges façonnent les lames de fer pour la fabrication des couteaux. Dans l'atelier, l'ambiance est proche de celle du 19e siècle. Les techniques de fabrication n'ont pas changé. Aujourd'hui, c'est dans un bâtiment moderne dessiné par l'architecte Stark que sont fabriqués ces petits bijoux aux lames tranchantes. Bonjour Séverine, comment ça va? Très bien, merci de m'accueillir. Séverine a rendez-vous avec Thierry Moisset, le directeur des forges de l'Aïole. Avec grand plaisir. Ici, on ne parle pas d'usine, mais bien de manufacture, car le travail à la main est à l'honneur. Tout est fait à la main, le client dessine exactement ce qu'il veut et on reproduit ce que le client a souhaité. Et on n'en fabrique qu'un, il n'y en aura qu'un dans le monde. Les ciselles, alors on dit qu'ils guillochent, le terme coutelier. Le guillochage, donc, c'est la partie. C'est du ciselage. Et là, il peut sculpter des roses, il peut sculpter des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Les manches des couteaux sont fabriquées dans des matériaux souvent étonnants. Donc, mettons, on va retrouver de la nacre. On va retrouver ici de la molaire de mammouth. Ici, on retrouve du corail rouge. Nous avons la chance de pénétrer avec Thierry dans les réserves des forges interdites au public. C'est là que sont stockés des matériaux très précieux pour la fabrication des manches. Voilà, dans cette pièce, on va retrouver les cornes. Donc, vous voyez les cornes, il y a toutes les formes de cornes possibles et imaginables. C'est jamais régulier, la nature est jamais régulière. Et quand on dit qu'on travaille dans le bois de serre, on est vraiment dans le bois de serre. C'est quelle partie? Alors c'est surtout ces grosses parties-là, on va travailler de là à là. Plus ils seront vieux, plus on aura des bois larges et plus on pourra faire des gros couteaux. Regardez celui-là.
Celui-là, il n'a pas 5 ans de séchage, il a 5000 ans de séchage. 5000 ans, d'accord. C'est du bois qu'on a retrouvé au fond du Rhône. C'est du bois en fait fossilisé, il a 5000 ans d'histoire. D'accord. Voilà. Ah ouais, alors après, quand on a un couteau qui est fait dans cette matière-là, on a autant d'histoire que... Là, il y a un mammouth qui s'est frotté contre. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment... c'est pas des matières anodines, c'est des matières qui ont une histoire et c'est des matières qui racontent quelque chose. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Et si vous voulez en savoir encore plus sur ces fabuleux couteaux, vous devez absolument rencontrer le grand collectionneur Christian Lemasson. Il est le spécialiste de l'histoire du couteau de l'Aïeul. Nous passons par la célèbre rue du Valat, qui a abrité il y a un siècle les premières forges de l'Aïeul. Christian tient à nous montrer quelques pièces rares de son incroyable collection. Et là, on retrouve le couteau originaire, le couteau du paysan. Là, pas de décor. Oui, relativement simple. Ah, mais, très simple, oui. c'est un outil au départ. C'est l'outil de l'éleveur. Ouais. Et après, donc, il y a des couteaux qui paraissent encore plus grands et Oui. Ben, regarde ce grand couteau. moins pratiques à Et mettre en lui, il poche. a une abeille. L'abeille, bon, peut-être, on peut se dire que ça venait de Napoléon. Eh bien non. L'abeille, elle est apparue sur le couteau un petit peu avant la guerre de 14. Et cette abeille, elle est devenue le porte-drapeau, l'étendard. On attache maintenant le couteau de l'Aïeul à l'abeille. Nous continuons notre visite sur les hauteurs de l'Aïeul. Et il faut se lever très tôt pour pouvoir entendre le brame du cerf. Séverine entre dans les bois avec l'un de ses amis, Bertrand Rénal. Il est accompagnateur en montagne et il sait comment approcher biche et cerf sans se faire repérer. C'est en automne que vous pourrez tenter d'approcher ces animaux craintifs et entendre ce chant d'amour. On va se poster à l'affût, quoi. Voilà, tu vois, on va les avancer juste à la petite muraille. Et on va se mettre. L'orage menace, Séverine et Bertrand s'approchent d'une clairière. Et soudain, ils sont là, à quelques mètres. Regarde, elles sont juste en dessous là-bas. Oui, Je te laisse rapprocher après. Voilà. On risque de les pas faire ça. repartir. Regarde, ça approche. Ah oui, c'est juste en face, regarde. Oui, c'est à côté. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 4 biches, un petit fort. Oui. Le cerf, j'entends me ramer juste à côté là-bas. Mais... C'est l'orage qui les fait se rapprocher de nous, peut-être. Ben, Elles oui, veulent alors, rentrer dans la forêt. l'orage arrive, je pense qu'ils vont rentrer dans le bois maintenant. Il y a le petit juste Il y a le derrière. petit derrière, ouais. Le petit suit sa maman. Hein. Ouais, et il la quitte pas. Ils ont les oreilles bien ouvertes. Et puis ils n'ont pas une vision non plus extraordinaire. On croirait, ouais. Ouais, Donc ouais. c'est les oreilles plutôt qu'elles... Ben oui, c'est un peu, ça fait radar les oreilles. Hein. D'accord. Et là, elles sont proches. Moi, je les ai Ça les rarement vues allers-retours, aussi près. ouais, moi aussi, hein. On a de la chance. Mais tu vois, on a le vent de face, donc déjà, ils ne nous sentent pas. D'accord, ouais. Approcher un cerf ou des biches en période de brame est plus facile que le reste de l'année. Mais si vous bougez, le moindre craquement les fera fuir. Et ce sont bien souvent les biches qui donneront l'alerte. Comme Séverine, mieux vaut partir avec un guide qui vous montrera les bons chemins. Le nom d'Aubrac n'est pas seulement donné aux vaches du plateau, c'est aussi un village. À 1300 mètres d'altitude, Aubrac est situé au carrefour de 3 départements, l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Un emplacement stratégique qui a écrit l'histoire du village. Nous retrouvons Marie-Claude David, propriétaire d'un hôtel. Elle tient à faire découvrir l'église à Séverine. Au Moyen-Âge, Notre-Dame des Pauvres avait une toute autre fonction. Accueillir et soigner les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et Jérusalem. Nous y voilà. On est ici dans la partie la plus ancienne de l'abbaye hôpital. D'accord, on est donc dans l'église Notre-Dame des Pauvres ici. Exactement. Alors il faut imaginer qu'ici, donc, il y avait des lits tout le long du mur. À l'intérieur de l'église, il y avait les malades alors. Voilà, mais c'était pas une église, c'était un hôpital. C'est vraiment la vocation première. Marie-Claude
nous explique que pour les pèlerins du Moyen-Âge, l'Aubrac était un passage redouté. Le climat était rude et les brigands nombreux. Alors, le premier seigneur du lieu décida au XIIe siècle de faire construire un hospice. Aubrac a été fondé par Don Adalard. Don Adalard était un homme riche et pieux, flamand, qui a fait le pèlerinage de Saint-Jacques et qui a été très choqué parce qu'en route, il a croisé une grotte où vivaient des brigands. Et ces brigands avaient aligné 30 têtes de pèlerins sur des pics. Donc, il était entouré de chevaliers, il s'est battu contre eux, il a gagné, mais il s'est dit qu'il fallait impérativement des chevaliers pour protéger les pèlerins qui faisaient le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et pour protéger aussi les pèlerins qui descendaient jusqu'à Saint-Gilles et qui allaient jusqu'à Jérusalem. Donc, il fonde d'abord un ordre de chevalerie. Et puis, il s'aperçoit que les pèlerins qu'il reçoit, ils ont besoin de soins. Donc, il se dit que les seuls à pouvoir faire quelque chose, ce sont les religieux. Marie-Claude entraîne Séverine dans le clocher de l'église du XIVe siècle et lui explique le rôle que tenaient les femmes dans ce lieu d'accueil. C'est un ordre où interviennent des femmes à cette époque-là pour s'occuper des malades. Ce sont des dames d'une certaine noblesse qui viennent donner 2 ans ou 3 ans de leur vie, faire charité, et donc elles viennent épouiller, laver, soigner les plus pauvres. En montant un peu plus haut encore, Marie-Claude veut nous montrer ce qu'abrite le clocher. Ça y est, on est à côté de la fameuse cloche des Perdus. Écoute. Elle est appelée cloche des Perdus parce qu'on connaît les brouillards très denses du plateau d'Aubrac. Donc on sonne parfois la cloche à toute volée pour appeler les personnes les plus éloignées qui seraient perdues. D'accord, elle sert de repère sonore en fait pour, dans le brouillard ou dans la tourmente de neige. Exactement. À quelques portées de cloche du plateau de l'Aubrac, sur les hauteurs de la ville d'Espalion, se trouve l'un des derniers châteaux de la région, Calmondolt. Juché sur un piton basaltique, cette sentinelle domine à la fois la vallée du Lot, l'Aubrac et les Causses. Son propriétaire, Thierry Plume, passionné d'histoire et de vieilles pierres, préserve avec amour les vestiges de ce château, dernier témoin d'un passé révolu. C'est lui qui nous accueille. Thierry a consacré sa vie à ce chantier. Il aime raconter le Moyen-Âge et les techniques de siège des châteaux forts. Cette machine donc propulse à plus de 120 mètres un boulet de 30 kg. Il sait tout sur l'histoire de ce château. Et devant ses visiteurs, accompagnés par des bénévoles, il remet en scène l'histoire guerrière de Calmondolt. Nous allons maintenant faire un léger repli stratégique de 3 ou 4 mètres pour ne pas être heurté par les cordages. 3, 2, 1, go! Très joli tir. Mais Thierry a un rêve, préserver l'enceinte de l'édifice pour éviter que le temps et l'érosion ne finissent par détruire ce qu'il reste du château. Les tailleurs de pierre sculptent de nouveaux blocs qui vont être insérés dans les murs, puis déblayent les vieilles pierres qui ont été posées ici il y a plus de 1000 ans. Alors sur ce point de chantier, là, nous sommes en train de restituer une des archères de l'enceinte extérieure de façon à stabiliser le château. L'enceinte extérieure a, au travers de ces archères absentes, des grandes failles dans le mur qui risquent de le fragiliser. Donc, en les restituant une à une, y compris avec leur voûtin, on va redonner de la cohérence à cette enceinte qui dispose de 8 tours et 32 archères. Chacune de ces archères permet de tirer avec les 3 armes en usage en plein milieu de la guerre de Cent Ans, en 1400, au moment de son édification. Les armes utilisées au Moyen-Âge pour la défense du château étaient l'arbalète, l'arc et une 3e arme plus étonnante encore. La pièce que l'on a là, qui est une des pièces maîtresses, permettait le tir du bâton à feu, donc l'ancêtre de l'arquebuse qu'on utilise donc en 1400 au moment où la poudre semble apparaître ici dans le Rouergue. Cette partie, elle va être placée en bas. Alors, elle va être placée ici,
en bas. Et ensuite, on va avoir les pieds droits qui vont monter et qui vont dessiner la forme de l'archère qui est tout en élévation et qui va monter à peu près jusqu'à cette hauteur-là. C'est avec ces vieilles pierres chargées d'histoire que nous quittons la région de l'Aubrac pour descendre plus au sud du département, dans la région des Grands Causses. Découvrir les Grands Causses aveyronnais, c'est entrer dans un monde à part, une terre insolite, aux couleurs contrastées. L'isolement de ce territoire a permis aux hommes qui y vivent de conserver des racines, une culture, une architecture et un art de vivre particulier. Cette terre d'histoire conserve aussi l'empreinte intacte du paysage des Templiers et des Hospitaliers qui ont façonné, il y a plusieurs siècles, ces terres arides. À 40 ans, Fabrice Zamuneur est accompagnateur en montagne. Bon connaisseur et amoureux du territoire, il aime partager les trésors de sa région et il nous promet une visite haute en couleurs. Fabrice a choisi de commencer notre périple dans l'un des plus beaux villages de France, la Couvertoirade. C'est la perle des cités templières et sans doute la mieux conservée de France. Il y rencontre Laurence Frick, la coordinatrice du conservatoire Larzac Templier et Hospitalier. Alors, pour bien comprendre, Laurence, ça commence quand l'histoire des Templiers? L'histoire des Templiers, donc, elle remonte au XIIe siècle. L'ordre va être fondé en 1120 à Jérusalem. Et les Templiers, ils avaient pour mission de défendre les pèlerins sur les routes qui se rendaient à Jérusalem et également donc, de défendre la Terre Sainte. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit, j'entends souvent dire, moi, là, dans la région, c'est un des plus bels exemples, un des plus beaux témoignages qui nous reste de cette histoire templière. Ah oui, parce que, alors, des témoignages, il y en a effectivement d'autres dans toute l'Europe, mais c'est vrai qu'ici, c'est probablement le témoin, je parle de l'ensemble des sites, hein, du Larzac, de l'ensemble des sites fortifiés, c'est probablement le témoin le plus exceptionnel en Occident de ce qu'était une commanderie. On est chanceux. Absolument, oui, beaucoup de chance. Dans la commanderie, la place forte, les chevaliers templiers devenaient aussi des gestionnaires et ils mettaient en valeur les terres qu'on leur confiait. Ils réorganisèrent complètement le Larzac en imposant aux paysans des activités rentables, notamment le pastoralisme. Probablement, ils sont installés ici parce qu'il y avait déjà des agriculteurs, des éleveurs déjà, de brebis, j'imagine. Depuis des millénaires. Oui. Par contre, eux, ils vont véritablement réorganiser l'agropastoralisme. L'optimiser, en quelque sorte. Exactement, puisque leur but était de produire des biens pour entretenir ceux qui combattaient en Terre Sainte. C'est vrai que c'est un ordre qui va jouir d'un prestige exceptionnel, hein, dans la mesure où ils vont bénéficier du soutien de grands personnages. Dans tout l'Occident, eh bien, ils vont recevoir des terres en donation, des biens divers. Parfois, les gens vont se donner eux-mêmes. Laurence nous guide vers un emplacement stratégique qui a permis à ce village de traverser les siècles. À l'époque des Templiers, la richesse passait par l'eau. Sans eau, pas de village, pas de place forte, pas de vie possible sur ces terres arides. Au pied des remparts, superbe vue sur les toitures. Toitures particulières, il y a une histoire autour de ces toitures? Des toitures, elles contribuaient à la récolte de l'eau. C'est précieux l'eau ici. Absolument, on est sur le Causse, donc elle reste très peu en surface. Et donc tout le site a été construit de façon à récupérer la moindre goutte d'eau de pluie. L'implantation de la Couvertoirade n'a pas été choisie au hasard par les Templiers. L'eau qui coule des toits était récupérée et guidée vers des citernes. Les ruelles étaient aménagées pour que l'eau de pluie soit dirigée vers une mare appelée l'Avogne qui se trouvait en bas du village. Et là, sous nos pieds, il y a un véritable petit trésor, il y a une histoire autour de... Absolument, puisque c'est probablement ce qui a été déterminant. C'est qu'il y a une réserve en eau potable, voilà, qui se cache sous nos pieds, dans ce rocher. Et également, donc, il y a quelque chose d'absolument unique, c'est que lorsqu'ils ont construit les remparts, ils ont donc construit un système qui permettait de donner de l'eau à ceux qui étaient à l'extérieur des remparts, sans pour autant les autoriser à rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le don de l'eau. Pourquoi ?
mais pour éviter d'éventuelles propagations de maladies, la peste notamment. De l'époque des Templiers, restent ces villages somptueux et aussi la présence de bergers tout autour. Fabrice veut nous présenter l'un des derniers bergers du Larzac. Au pied de la Couvertoirade, Fabrice retrouve Jean-Pierre Romillier, un amoureux de la région qui va nous dévoiler l'histoire de ce métier de plus en plus rare. Maxime Montagnier, jeune berger qui vient tout juste de prendre la suite de son père, nous accompagne. C'est rare, des jeunes bergers. Il y en a, mais il y en a, ouais. Quand on commence à parler des bergers, on va vraiment à la source de l'humanité. Hein. Donc le pastoralisme est un reste de nomadisme. Il y en a moins qu'avant, mais c'est toujours une tradition qui se perpétue. Là, on a des témoignages du nomadisme qui fait partie de la construction de l'humanité. Hein. Patrimoine vivant, voilà. Par contre, Maxime, on marche ensemble depuis un petit moment. Là, il y a un truc qui m'intéresse. Là, t'as un sac qui est magnifique. C'est un sac qui s'est répandu dans tout le grand sud-est de la France, qui a été répandu par les bergers transhumants. Alors ils sont costauds parce qu'ils sont en cuir. L'avantage l'été, c'est que ça tient bien la fraîcheur. Pour la nourriture et pour l'eau. Et puis ils sont surtout très beaux aussi, ils sont sont jolis, fonctionnels. Et puis bon, voilà, chaque berger le personnalise avec ses initiales et puis des décorations qu'il choisit. C'est très très personnalisé, quoi. Et c'est le sac d'une vie, celui-là. Oui, celui-là, un vieux berger, tu l'auras encore. Voilà. C'est avec le lait de ces brebis que se fabrique le plus célèbre fromage du monde, le Roquefort, vendu jusqu'au Japon. Adossé au plateau du Combalou, le village de Roquefort-sur-Soulzon doit tout ou presque à ces falaises. Dans leurs entrailles, elles cachent en effet les grottes dans lesquelles sont affinés ces fromages d'exception. Delphine Carle, fille et petite-fille de fabricants, va nous raconter l'histoire de ce fabuleux fromage. Delphine, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors depuis que je suis tout petit, j'entends une jolie histoire sur un berger. Oui, je peux vous raconter cette fameuse légende qui a bercé l'enfance tout aveyronnais. Mythe, légende, réalité, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est quoi la légende du Roquefort? C'est l'histoire d'un berger qui prenait tous les jours sa besace avec une tranche de pain, avec un morceau de caillé. Il y a eu un gros orage, il a entendu une bergère et il a écouté que son courage est allé la rejoindre pour la mettre à l'abri dans une grotte. Et il en a oublié sa besace. Et quand, au bout de quelques mois, il est revenu, il a retrouvé sa besace en ouvrant et il a vu qu'il y avait une tranche avec du bleuté dessus. Et il a goûté et il a trouvé ça délicieux. De là est né le Roquefort. Comme quoi la galanterie, ça paye. Ça paye, toujours. On le sait, dans le Roquefort, il n'y a pas que du lait, il y a aussi petit machin vert qui se balade. Voilà. Ça marche comment? Le Pénicillium roqueforti. Le Pénicillium roqueforti qui est cultivé sur pain. Ils sont des grosses miches de pain. Et le pénicillium va se développer dans le pain. Quand le pénicillium est développé, on va enlever la croûte, le couper, le mettre à sécher et le mettre en poudre. Et c'est cette poudre qu'on va utiliser au moment de la fabrication. Et je vois que tu as à la main un drôle d'appareil. Et là, c'est quoi et ça sert à quoi? Et ça sert à tester l'évolution du bleu. Il faut que le pénicillium se développe. Quand on sonde... voilà. Donc là, on voit que le bleu a commencé à se développer. Et quand le bleu est là, on va plomber. Plomber, ça veut dire quoi exactement? Ça vient d'où? Entouré d'une feuille d'étain. C'est pour stopper l'évolution du Pénicillium roqueforti. Parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, ça serait trop blanc, et après l'heure, c'est pas l'heure non plus, donc c'est plus l'heure. Il ne faut rien changer, nous on l'aime tel qu'il est. Voilà, on essaye. On fait tout pour. Si vous êtes un bon marcheur, suivez Fabrice. Il nous emmène maintenant dans la zone la plus sauvage du département.
protection des oiseaux mène un programme de réintroduction des vautours. Dans une vallée escarpée, il retrouve Thierry David, animateur à la LPO. Aujourd'hui, Thierry est à la recherche de vautours fauves. Donc là, Thierry, on est dans les gorges de la Jonte. Voilà, on est dans les gorges de la Jonte, le cœur de la colonie des vautours fauves. C'est un endroit extraordinaire parce que c'est un endroit où on peut voir les 4 espèces de vautours qui existent en Europe. Mais le plus fréquent, celui qu'on a le plus de chance de voir, là, avec voilà, toi, c'est le fauve. Ouais, c'est le fauve, ouais. Okay. Donc, les vautours fauves, tu sais combien on en a à peu près? Alors les vautours fauves, ouais, donc nous, à la LPO Grand Causse, notre boulot, c'est de suivre en fait cette colonie. Et on sait qu'il y a environ 500 couples reproducteurs de vautours fauves. On essaie d'aller les voir d'un peu plus près? Eh bien, on va essayer, ouais. Tu me montres le chemin? Donc là, Thierry, en fait, on a un joli petit groupe au-dessus de nous. On pourrait croire qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas si important. Plus il y en a, mieux c'est pour eux, en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est des oiseaux coloniaux, donc effectivement, ils fonctionnent en groupe. Donc là, c'est un petit groupe d'une vingtaine là, qui sont en train de prendre une ascendance. Ils montent, et une fois qu'ils ont atteint le haut de l'ascendance, à peu près à 500 mètres sol peut-être, ils partent en prospection. La rapidité de celui-là, par exemple, c'est tout à fait caractéristique. Bon, lui, il vient se poser, mais c'est des oiseaux qui sont en fait très rapides quoi, quand ils font des déplacements, des vols directs. 180, 100 km/h, quoi. Hein. En vol direct, en transition, en transition. Voilà. Et c'est vrai que plus ils sont nombreux, plus ils collaborent. Et plus ils collaborent, et plus il y a de l'efficacité pour la recherche de ressources alimentaires. C'est un maillage en fait, ils contrôlent leur territoire. Donc plus ils sont nombreux, plus le maillage est serré et dense, et plus c'est efficace. Alors là Thierry, on ne se rend pas bien compte, c'est un grand oiseau, ça fait quoi comme taille? Ça fait en envergure entre 2,40 m, 2,80 m. Donc si tu veux, on peut essayer de visualiser, là, tu vois, si je reste là. Ça à peu près. Ça, encore, vas-y, recule encore un peu, ouais. Stop. Voilà, là je pense que là on est pas mal. Autant que ça. Ça fait à peu près 2,60 m, 2,80 m là. Les vautours, de belle envergure, sont aussi de grands voyageurs. Certains d'entre eux qui nichent dans la vallée ont été vus jusqu'au Sénégal. Quand ils commencent leur périple, ils passent immanquablement au-dessus du désormais célèbre viaduc de Millau. Fabrice, qui cherche toujours à aller plus haut, nous fait une jolie surprise. Pour que nous puissions contempler l'ouvrage d'en haut, il a obtenu l'autorisation de monter dans l'un des pylônes du pont, d'ordinaire réservé aux seules équipes techniques. Et c'est Marine Crouan, responsable de la communication du viaduc, qui nous fait pénétrer dans le géant de béton et d'acier. Je t'informe que nous allons rentrer dans C0. Waouh! Alors ça fait drôle quand même. Hein. Oui. Marine et Fabrice entrent au cœur du viaduc. Après s'être coiffés d'une casquette de sécurité, ils pénètrent dans le tablier, le caisson central sur lequel circulent les véhicules. Et donc le son que tu entends, c'est quand un véhicule passe sur le joint de dilatation qui se trouve là-haut. Ah oui, super, oui. Tu vois? Donc c'est quand même un large joint, puisqu'il n'y en a qu'un par côté. Le viaduc est d'un seul tenant, sinon. Et ce sont des lames d'acier, donc entrecoupées avec des lames de caoutchouc très épais, qui permettent au tablier donc de se dilater avec la chaleur et de se rétracter avec le froid. Le viaduc de Millau, au-dessus du Tarn, est long de 2460 mètres. Il est en service depuis décembre 2004. Maintenant, Fabrice, on va monter dans le pylône. Ça y est, Voilà. c'est là qu'on grimpe. C'est l'ascension. Waouh! En même temps, c'est assez magique comme ascension. Oh, il n'y a pas 400 marches. Oui, mais c'est... Il faut les faire. Ouf! Voilà. Regarde, on aperçoit déjà la trappe. Ah, je vois le jour. Donc c'est la dernière échelle ici, Fabrice. On est presque arrivé. Et la trappe tout en haut.
de ces hauts bancs s'inscrivent parfaitement dans le paysage grandiose et intact de la vallée du Tarn. Bon, ben nous y voilà. Waouh, on y est. Donc maintenant, on peut admirer ce panorama assez exceptionnel à 360 degrés. Bon, super, on est à quelle hauteur alors là? Alors là, on est en haut de la pile P1. La pile P2 qui est la suivante, donc en haut du pylône P2, on est à 343 mètres, soit 24 mètres de plus que la tour Eiffel, qui culmine à 319. Et c'est un record du monde. Hein. Je confirme, d'ici, on C'est s'en rend bien impressionnant. compte. C'est un privilège d'être là. C'est un belvédère assez unique. Placée sur le même tracé que la route de commerce qu'utilisaient les Templiers, cette voie rapide a opéré une vraie révolution. Relier la France du Nord à la France du Sud. C'est avec le viaduc de Millau que s'achève notre visite et que nous quittons l'Aveyron. Les étendues gigantesques de ce département, l'un des plus grands de France métropolitaine, les plateaux arides, la faune extraordinaire, les couleurs dont il se part à chaque saison, donnent à cette région un charme indéfinissable auquel on ne peut que succomber.